Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Lyon Politique, décryptant ensemble l'actualité lyonnaise avec Raphaël Ruffier-Fossoul, Damien Gouy-Perret et le conseiller municipal de Vénissieux, Farid Ben Moussa. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. 3 sujets soumis au débat du jour, la venue du chef Raoni, le stationnement à Lyon et le comportement des cyclistes. Premier thème messieurs avec la visite sur 2 jours du chef indigène Raoni. Lundi et mardi, il a sensibilisé élus, associations, écoliers à la déforestation au Brésil. Grégory Doucet et Bruno Bernard étaient évidemment au premier rang. La métropole de Lyon lui a d'ailleurs accordé une subvention de 50 000 €. Les écologistes ont expliqué que nos modes de vie occidentaux avaient des conséquences sur la forêt amazonienne et qu'ils menaient le même combat que Raoni à leur échelle. Ils ont d'ailleurs tous ensemble planté un arbre à la confluence, d'où mes questions. Est-ce que le maire et le président de la métropole peuvent légitimement se comparer aux caciques ou bien est-ce qu'ils rêvent un peu? Et puis surtout, est-ce que c'est ce qu'on leur demande? Damien. C'est une bonne question. Quand j'ai eu le sujet, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Je crois qu'aujourd'hui, on mène tous un combat pour essayer de sauver notre planète et que c'est plus l'apanage des écologistes. Après, la façon d'y arriver, elle est différente. Donc, moi, aujourd'hui, je suis en désaccord total avec l'approche de la gestion par la ville de Lyon et par la métropole. Pas total, il y a quand même des bonnes choses, hein. Il faut être un peu objectif. Je pense qu'il y a beaucoup de passages en force. Je pense que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout sauver la planète. Je crois qu'il y a beaucoup de dogmatisme. Et il y a surtout l'oubli d'une grande partie de ce qui va sauver l'humanité. Et c'est le fait qu'on arrive tous à se nourrir. C'est le fait qu'on arrive tous à travailler parce que je ne pense pas qu'on puisse vivre sans travailler. Or, aujourd'hui, la politique, selon moi, des écolos à Lyon, c'est une politique qui est anti-travail, qui est anti-famille, qui est anti-développement économique, etc. Le développement économique, ce n'est pas l'opposé du travail environnemental. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font de la recherche et du développement, qui arrivent à trouver des bonnes solutions, etc. Et ça, je pense que c'est une partie de l'économie qu'oublie Grégory Doucet. Alors, quand j'ai reçu le sujet, j'ai quand même imaginé Doucet avec une assiette dans la bouche, et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des mots qu'il ne connaît pas, c'est famille, économie, travail, sécurité. Donc, je me suis dit, effectivement, ça pourrait être un peu le pendant de M. Raoni. Raphaël. Non, mais si seulement tout ce que disait Damien était vrai, ce serait formidable si effectivement tout le monde luttait pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, manifestement, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a encore un rapport qui a été fait par l'économiste qui a fait le programme de Macron la semaine dernière, qui dit qu'il manque 60 milliards d'investissements par an. On ne les a pas. On voit partout. On est censé se préparer une planète à 1,5 degré supplémentaire pour ce qui concerne la France. Et puis, en même temps, on fait une consultation pour dire que finalement, on va plutôt se préparer à 4 degrés parce que manifestement, on n'arrive pas à être à la hauteur. Donc, c'était juste pour cette partie-là. Oui, il y a des efforts qui sont bien plus importants que ce que vous dites qui sont à faire. Après, pour répondre à votre question, non, ils ne sont pas dans ce rôle-là. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'avaient dit les écologistes à Grenoble et puis aujourd'hui. Eux ne font pas partie des lanceurs d'alerte. Eux font partie de cette nouvelle génération d'écologistes qui aspirent à être des élus, donc à gérer les choses. C'est la première génération à le faire. C'est un peu le seul parti avec le Rassemblement national qui est présent depuis aussi longtemps dans le paysage politique et qui n'avait pas eu à gérer des collectivités comme ça. Donc effectivement... Et puis en plus, il y a un gap, c'est-à-dire quand on prend la ville de Lyon, on passe de 2-3 adjoints sur des rôles un peu secondaires à trouver 80 personnalités capables de gérer des services et plusieurs milliers de fonctionnaires. Donc il y a un gap à passer pour eux, mais clairement non, ils sont pas des lanceurs d'alerte. Farid, pour conclure. Après, Raoni comme Grégory Doucet, ils n'ont aucun pouvoir. Donc c'est bien pour les photos. Il peut dire qu'il a fait la même photo que Sting ou Chirac. Après, il veut sauver l'Amazonie, il est déjà pas foutu de sauver la guillotière, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Après, ça permet d'expliquer les subventions pour un truc super lointain, alors que nos banlieues, elles sont complètement en train de cramer, donc chacun son truc. Ça, vous n'êtes pas fan du fait de faire des subventions pour des pays étrangers? Ah non, je ne suis pas fan. Vénissieux, lorsqu'il y a eu l'ouragan à Saint-Barthélemy, là, le coin où il y a Johnny Hallyday et ses grandes maisons, Vénissieux avait donné déjà 50 000 €, un truc comme ça. Non, je ne suis pas fan. Nous, on a une extrême pauvreté dans les banlieues autour. Bon, déjà, on s'occupe de ce qu'on a à 10 mètres avant de s'occuper à ce qu'il y a des milliers de kilomètres au loin. Bon, après 50 000 €, ça paye juste le voyage retour de Raoni, hein, ça va pas... Voilà, c'est déjà pas mal. Les 50 000 €, ça permet de sécuriser 1 ou 2 tours sur les Minguettes où les gens vivront peut-être un peu mieux.
Allez, je vous propose de passer à notre deuxième sujet. Le stationnement à Lyon, dont la tarification va évoluer l'année prochaine. En 2024, tout change. Alors, il faut un peu avoir fait central pour comprendre la future grille, parce que concrètement, aujourd'hui, les résidents payent 20 € par mois et demain, le tarif standard sera de 30 €. Plus, si votre véhicule est lourd, eh bien, vous payerez plus cher, sans oublier le tarif solidaire qui est à 15 € pour les familles nombreuses et les faibles revenus. Le mieux étant que vous fassiez pause et que vous ayez sur notre site pour retrouver la grille. Raphaël, c'est clairement une chasse qui est faite aux véhicules en général, mais aux SUV en particulier, puisque ce sont eux qui pèsent le plus lourd. Ça va dans le sens de l'histoire, selon vous? Je ne sais pas si ça va dans le sens. En fait, c'est une hausse. C'est aussi une manière de. Puisque l'abonnement classique est à 20 €, et dans les chiffres qu'ils nous donnent, 75% des véhicules passeront du coup à 30 €. Donc c'est une hausse du stationnement. En ville, c'est peut-être pas illogique vu le travail qui est engagé. Après enfin on s'intéresse au type de véhicule, je trouve ça pas absurde. C'est d'ailleurs un des regrets sur les vignettes critères. On peut avoir des SUV qui sont classés sur les meilleures notes et qui donc restent autorisés, alors que c'est des engins de 2 tonnes qui n'ont quand même pas grand-chose à faire en centre-ville. D'une part, ils sont dangereux pour les piétons, puis qu'en plus, la pollution cumulée de ce genre de véhicules est un peu une aberration en ville. Donc, qu'on essaye de distinguer les choses, ça paraît effectivement dans le sens de l'histoire. Farid? Racisme anti-pauvre, classique. Après, ce qui se Voilà, passe c'est sur l'inverse, Lyon... puisque justement, il y a Non, des mais tarifs moins... c'est une bonne idée sur Lyon. Franchement, quand j'ai vu ça, c'est une super bonne idée. Tu augmentes un petit peu les SUV sur Lyon, les familles, il y a des grilles. C'est une bonne idée sur Lyon. Mais après, c'est du racisme anti-pauvre parce que, au final, ceux qui vont payer, c'est ceux qui viennent de l'extérieur. Non, on parle du tarif résident, donc on habite... Non, on ne parle pas du tarif résident. Après, il y a le tarif aussi sur le... Ah, c'est pour l'abonnement résident, là. Donc on parle des habitants de Lyon et il n'y a pas social. que l'abonnement résident. Il y a aussi, ils vont aussi minorer les prix sur les gens qui vont se garer de l'extérieur, qui vont venir de loin. Quelqu'un dans une 106 pollue plus qu'une famille de 5 dans un SUV. Mais le tarif sera plus bas pour sa 106 au final. Après, ça... Là, c'est pas du coup ça va plutôt en sens que vous dites. C'est-à-dire que quand on regarde la grille, elle concerne les résidents. Il y a une tarification sociale pour les plus démunis. Si c'est que les résidents, c'est magnifique. Leur truc est bien réfléchi. On parle de l'abonnement résident. Là. L'abonnement résident, c'est une bonne idée. Moi, je pense qu'il y aura... Je ne sais pas, moi j'avais cru lire que c'était aussi pour toutes les voitures qui allaient venir sur Lyon, qu'il allait avoir un tarif qui sera plus élevé pour les SUV ou des choses comme ça. Si ça se passe dans ces conditions. Ouais. Ça n'est pas ce qui a été annoncé, mais ce sera peut-être la suite. Voilà. Mais même dans ce cas-là, je ne vois pas, par rapport à ce que vous dites, quel serait le souci, puisque justement... Ça deviendrait plus cher. Ça deviendrait plus cher pour les familles en monospace. De 4 personnes qui viendraient sur Lyon, ça deviendrait plus cher que quelqu'un qui vient avec une BMW i3 à 70 000 €, qui pèse 400 kilos et qui pourra se garer pour moins cher. Au final, un mec dans une BMW i3 paye beaucoup moins cher que la pauvre famille qui vient des Minguettes dans son Renault Espace qui date des années 90. À un moment, il ne pourra même plus rentrer avec la ZFE. Dans cette logique-là, il y a une tarification sociale. Donc non, la tarification sociale, elle est que pour les résidents. Les gens qui viennent de l'extérieur ne l'auront pas. Après, ça va devenir un calcul de fou. Après, je ne sais pas si tu as vu sur la ZFE, le Sénat a fait une enquête sur 50 000 personnes, 80% des Français sont contre. Donc c'est, comme disait Damien, on force. On force, et quoi qu'il en soit, ceux qui vont prendre le plus de coups, c'est les pauvres. Là, je vais changer de voiture, moi. Je vais passer à l'électrique. Je ne vais pas passer à l'électrique parce que je suis bord du vélo tricycle à 4 000 €. Je vais passer à l'électrique parce que j'en ai les moyens et que grâce à ma voiture électrique, je vais pouvoir rouler sur la voie de gauche pour venir ici pour faire les chroniques. Voilà, j'ai les moyens, donc je vais pouvoir. Mais les gens qui n'ont pas les moyens, ils font comment le reste du temps? Mais là-dessus, sur les ZFE, moi, j'ai toujours dit aussi plusieurs fois dans cette émission que pour moi, ce n'est pas le bon outil, parce qu'effectivement, il pose une problématique sociale. Mais c'est l'outil sur lequel on a trouvé un consensus politique en France il y a des années, parce que, en gros, pour concilier la volonté d'arrêter de polluer en centre-ville, ce que demandaient les écologistes, la droite a été convaincue avec l'idée qu'on va soutenir notre industrie automobile en favorisant le fait que les gens prennent des véhicules qui soient moins polluants. Donc ça, c'est une loi qui est adoptée nationale. Bon, ça n'a rien à voir avec les écologistes, c'est partout en France. C'est des bonnes idées au final. Moi, je préfère clairement le choix de piétoniser les centres-villes, c'est-à-dire d'interdire la voiture là où on ne veut plus avoir de voiture, parce que là, c'est égalité pour tout le monde, on développe les transports en commun à l'extérieur. Moi, je suis d'accord là-dessus. Mais après, le double discours, les voitures, ça pollue, méchant, pas gentil, etc. Et à côté de ça, ils fabriquent des chaufferies à bois
qui sont hyper polluantes pour les habitants qui habitent à proximité, les installent en centre-ville de Vénissieux. Là, ça ne les gêne pas en fait que les pauvres soient pollués. Le jour où on va mettre une chaufferie à bois à Bellecour, là, je me dis on est égalité. Mais non, on n'est pas égalité. Leur égalité, c'est toujours au détriment des plus pauvres et du périurbain et des gens qui sont sur les banlieues. Moi, je le vois comme ça aujourd'hui. Damien, tout le monde est très content de cette mesure, et vous? Eh ben pas moi, ça tombe bien. Une place de stationnement, c'est entre 12 et 15 mètres carrés, à peu près. Alors, je voudrais essayer de comprendre la logique de la démarche. Si on fait payer au poids de la voiture et à l'espace qu'elle occupe, de toute façon, un véhicule qui soit une Fiat 500 ou une Porsche Carrera, elle va occuper une place de stationnement. Donc, je ne vois pas quel est le gain. Ensuite, je comprends la démarche intellectuelle de dire un gros véhicule qui n'a pas sa place en ville, qui pollue, etc. Sauf que dans ce qui est annoncé, on annonce que les véhicules de plus d'une tonne 7, y compris les hybrides et les électriques, vont être taxés. Ça veut dire que la personne qui, il y a 2 ans ou 1 an, a changé son véhicule pour pouvoir justement entrer en ville, a pris la peine de s'acheter un hybride ou un électrique, va être taxée. Donc là, la personne, elle doit commencer à se poser des questions. Si on analyse quand même tout ça... Une tonne 7, c'est qu'ils ont pris quand même un beau véhicule. Mais est-ce qu'il est interdit en France, potentiellement, d'avoir un gros véhicule parce qu'on a une famille de 6 personnes, ou est-ce qu'il est interdit en France d'avoir un véhicule qui coûte cher parce qu'on gagne de l'argent, qu'on vit bien et qu'on a envie de confort sur la route? Si vous avez un gros véhicule parce que vous avez beaucoup d'enfants, vous ferez partie des tarifs dégressifs. Non, l'objectif, c'est de vous dire qu'avec ce gros véhicule, vous êtes un danger oui, mais potentiel pour les piétons. je vais ajouter encore autre chose. Ouais. C'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est ils vont supprimer la deuxième vignette résident. La deuxième vignette résident, c'était quelque chose qui permettait aux gens qui ont besoin dans un foyer d'avoir 2 voitures, parce que de personnes qui travaillent en dehors de Lyon, qui ne peuvent pas faire autrement, donc d'avoir 2 véhicules, ou pour les gens qui avaient des familles, éventuellement d'avoir 2 petits véhicules. Aujourd'hui, avoir un gros véhicule, c'est se faire taxer quoi qu'il arrive. En gros, on est encore dans un dogmatisme qui considère qu'avoir un gros véhicule, c'est pas bien. On pointe du doigt, ou les gens qui ont de l'argent, qui ont une réussite, et moi je ne pointe pas du doigt ces gens-là, parce que c'est bien, les gens qui réussissent, c'est très macroniste mon discours, ou alors on va pointer du doigt des familles. Je suis désolé de vous dire qu'il est plus logique potentiellement d'avoir 2 petites voitures en ville, 2 Fiat 500, qui vont prendre moins de place, qui vont être moins polluantes, que potentiellement un Renault Espace qui va être plus polluant, parce que vous n'avez la possibilité de n'avoir plus qu'une voiture. Il y a un truc qui n'est pas très logique, même si je comprends la démarche, même si on n'a plus envie d'avoir des grosses voitures qui vont peut-être se garer sur les trottoirs, qui occupent beaucoup d'espace, qui font du bruit, peut-être qui polluent. Mais aujourd'hui, il y a des Porsche qui sont en vignette 1 et qui polluent beaucoup moins que des petites Polos qui sont en vignette 2. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très logique dans tout ça. Et le moins logique de tout ça, c'est d'aller taxer des véhicules hybrides ou électriques de plus d'une tonne 7 de gens qui finalement ont pris la peine de passer à ce système-là. Parce que ces gens-là, les gens qui roulent en Porsche, ils ne l'ont pas fait par plaisir de passer à l'électrique. Ils l'ont fait parce qu'à un moment, on leur a dit, pour rentrer dans les villes, il faudra l'électrique. Donc je trouve que là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pour mémoire, la suppression d'une vignette résident, la suppression d'une vignette résident pour des gens qui veulent un deuxième véhicule, c'est l'allocation d'un stationnement ou d'un garage entre 150 et 200 euros par mois, c'est-à-dire, en gros, c'est moins 3 000 euros de pouvoir d'achat à l'année. Et en plus, maintenant, on va leur mettre des taxes supplémentaires sur le poids de leur voiture. Les 100 euros que va nous faire gagner Macron occasionnellement sur de l'essence, etc., on va en perdre 3 000 grâce à M. Doucet ou grâce à la métropole. Il y a quand même Là, on est dans une chasse aux sorcières qui fait que le Français moyen que je suis, à un moment ou un autre, à un moment ou un autre, il va être obligé de quitter la ville parce qu'il va plus y arriver, tout simplement. Si on ajoute à ça, mais c'est 10 euros. Rien du tout. Non, c'est 10 euros, plus potentiellement des gens qui vont se louer un parking parce qu'on leur explique qu'ils n'ont plus le droit de se garer là, plus les problématiques, quand ils ont une Porsche, ils ont souvent un parking, les problématiques de logement, plus. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, et petit à petit, on va taxer tous les gens qui gagnent un tout petit peu mieux leur vie ou qui ont des familles, qui vont finir par quitter la ville, comme ça se fait à Grenoble, avec des gens qui quittent la ville parce qu'ils n'arrivent plus à se loger, ils n'arrivent plus à se déplacer, ils n'arrivent plus à se stationner, ils n'arrivent plus à travailler non plus. À un moment, il faut arrêter de taper toujours sur les mêmes. Et là, on tape toujours sur les mêmes. Farid, vous vouliez répondre? Non, je peux comprendre, mais j'ai jamais vu quelqu'un défendre autant les Porsche. Mais d'abord, je n'ai pas de Porsche. On parle de 10 euros. Je n'ai pas de Porsche, j'ai pas les moyens. Non. Moi, j'ai des amis qui ont des Porsche, et je crois que les 10 euros, il ne faut même pas les remarquer. Je prends la Porsche, je suis dans l'extrême. Il y a des véhicules qui ne sont pas des véhicules considérés comme luxueux, qui vont atteindre ce poids-là, qui sont en hybride ou en électrique et qui vont être taxés. Ça ne me choque pas que des gros 4x4 payent 10 euros de plus qu'une 106. C'est pas le truc le plus choquant. Moi, du moment où ça reste sur du résident, ça joue, tu as une grosse voiture, tu payes plus cher, tu prends plus d'espace, tu es plus chiant pour la population, c'est pas gênant. Moi, ce qui me gênerait, c'est qu'on arrive
à taxer les gens de l'extérieur sans considérer leurs revenus. Là, on considère le revenu quand on habite à Lyon. Donc ça ne me gêne pas. La démarche de la vignette résident, c'est de faire en sorte que les gens laissent leur voiture et qu'elle ne bouge plus. Très clairement. Si on commence à leur mettre une vignette résident qui est de plus en plus chère, ils vont prendre plus leur voiture. Et si on leur supprime leur deuxième vignette résident, eh ben, ils vont se dire, j'ai 2 voitures, je ne peux pas faire autrement, je vais donc prendre ma voiture tous les jours alors que je ne la prenais plus forcément. Et vous trompez, c'est pas l'objectif qu'ils laissent leur voiture et qu'elle ne bouge plus, parce que si elle ne bouge plus, ça veut dire qu'ils n'en ont pas besoin. Et donc s'ils n'ont pas besoin, l'objectif c'est plutôt qu'ils trouvent d'autres solutions. Parce que vous oubliez quelque chose dans votre défense des Français moyens qui ont une Porsche. Vous oubliez que je défends pas les Français qui ont des Porsche. Je suis en train de prendre les extrêmes. La richesse de ceux qui n'ont pas de Porsche ou qui n'ont pas de voiture, c'est l'espace public. Et à Lyon, comme dans tout centre-ville, l'espace public est utilisé par la voiture, qui aujourd'hui représente une minorité des trajets, et que libérer de l'espace urbain pour faire des trottoirs, pour faire des parcs, pour faire de l'espace pour tous les habitants, ça n'est pas l'esprit de la vignette résident quand elle a été créée. La vignette résidente, quand elle a été créée, c'était fait pour éviter, puisqu'en gros, aujourd'hui, on a une place de stationnement pour 4 véhicules qui tournent. Donc l'idée, c'est à dire aux résidents, votre voiture, elle doit bouger le moins possible pour éviter de circuler dans la ville. C'est ça l'esprit de la vignette résident. À partir du moment où on explique aux gens, on va vous les enlever, ils vont faire quoi? Ils vont reprendre leur voiture. Moi, je vais travailler dans la banlieue lyonnaise tous les jours. Je prends le moins possible ma voiture, le moins possible. Si mon deuxième véhicule que je suis obligé d'avoir, je ne peux pas le laisser stationner à Lyon, je vais le prendre tous les jours. Donc c'est contre-productif. Le truc qui serait intéressant, c'est développer le système Cities, là, où ils peuvent louer des voitures. Moi, j'aurais ça à côté de chez moi, j'aurais pas de deuxième voiture. Les Lyonnais, ils ont la chance d'avoir une sécurité qui leur permet de laisser les voitures, parce qu'on laisse des Cities à Vénissieux, il y en a très peu qui vont rester. Mais si on les laisse sur Lyon avec une certaine sécurité, moi, j'aurais pas de deuxième voiture. Peut-être développer plus de Cities un peu partout. Système d'autopartage. Ouais, d'autopartage, ça laissera peut-être une possibilité avec des tarifs, bien sûr, selon les revenus des personnes. C'est valable pour les trajets périurbains-urbains. On a tendance quand même à oublier tous ces gens qui ne travaillent pas dans leur ville d'habitation. Et des gens qui travaillent à 50 bornes, qui travaillent à 100 bornes. Ces gens-là ne peuvent pas prendre le vélo ou prendre le train systématiquement. Vous prenez toujours l'exception pour justifier une politique publique. Mais ce n'est pas l'exception, c'est une grosse partie des gens. Je connais énormément de gens qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture. Et j'en fais partie. Et il y a plein de gens comme ça qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir 2 véhicules dans un foyer, parce que de plus en plus, les hommes et les femmes travaillent autant, les deux ont leur job, les deux ont besoin de se déplacer. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont handicapés par toutes ces mesures. Alors peut-être qu'il faudrait prendre en compte l'obligation, si on veut considérer que cette démarche est intelligente, il faut peut-être aller plus loin dans les critères et avoir effectivement demander des preuves aux gens qu'ils ont vraiment besoin de leur véhicule parce qu'ils travaillent en dehors de Lyon, etc. Mais quand vous travaillez à Saint-Étienne aujourd'hui, vous pouvez peut-être prendre le train, mais dès que vous êtes à 10 bornes de Saint-Étienne et que vous êtes lyonnais, vous êtes obligé de prendre votre voiture. Vous ne pouvez pas faire autrement. Allez messieurs, on approche du quart d'heure sur ce sujet. Il y a encore plein de choses à dire. On a effleuré par exemple le retrait de places de stationnement. Ce sera pour une prochaine fois. Terminons avec cette opération qui avait lieu ce vendredi matin. La métropole sensibilisait les cyclistes au code de la route. C'est une première parce que jusqu'à présent, les écologistes ne voulaient surtout pas contraindre l'expansion de la pratique, sauf que du laxisme, eh bien, ça mène à l'anarchie sur la route et les trottoirs. Fabien Bagnon a même sermonné les cyclistes qui ne laissaient pas la priorité aux piétons. C'était lundi soir lors d'une réunion publique à Oulin. Farid, il était temps de rappeler les bases du code de la route à nos amis cyclistes. Après, c'est une fumisterie comme souvent avec les écolos. Hein. C'est les premiers à défendre l'anarchie, il n'y a pas de règles. La désobéissance civile. La désobéissance civile, on peut bloquer des autoroutes, on y va. Et là, d'un coup, ça leur prend parce qu'ils se disent oh, 2026, on se rapproche des élections, on va quand même leur dire qu'on est des deux côtés. Ils nous parlent d'autorité, on donne des codes de la route, c'est même pas leur rôle, déjà à la base. Leur rôle, c'est de créer une ville où tout le monde peut vivre en commun, autant les cyclistes que les piétons, que les voitures. Là, ils se rendent compte, arrivés au pouvoir, que des gens qui sont autour d'eux ne respectaient pas les règles et que ça pose des problèmes. On a même, c'était la maire du 3e arrondissement qui considère que les black box ne sont pas d'extrême gauche. C'est une nouveauté, quoi. Oui. Vous faites référence à l'interview de Raphaël cette semaine avec la maire du 3e, voilà, avec un discours. Aussi, justement, elle pense qu'ils sont d'extrême gauche. Voilà, bon, a priori, je sais pas, ils ont les yeux. La guillotière, maintenant, c'est apaisé pour elle. Je sais pas, ils ont problème de vision, ça devient compliqué. Moi, je les suis plus. Moi, je suis perdu, donc je laisse mes collègues analyser ça, je comprends pas. Damien ? Alors moi, je suis passé ce matin voir et je me suis arrêté pour voir comment ça se passait.
il y avait 3-4 pèlerins, plus un policier municipal pas trop loin, qui distribuaient leurs flyers, qui sont des produits pas polluants, hein, c'est connu, à des cyclistes. Quand ils arrivaient à en bloquer un, ils en avaient 5 ou 6 qui leur roulaient sur les pieds en passant, ça m'a fait beaucoup rire. Je dis depuis très longtemps qu'effectivement, il faut développer le vélo, mais qu'il faut encadrer tout ça. Encadrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il faut faire de la prévention, effectivement. Là, la prévention, elle arrive un peu tard, mais surtout qu'il faut un peu de répression. Et on va y venir comme pour tout ce qui est parti dans un développement fulgurant et qu'on n'a pas su retenir. Par exemple, sur le net, on est en train de revenir en arrière, on s'aperçoit que tout le monde fait tout et n'importe quoi. Quand il y a eu un gros développement de la voiture dans les années 60-70, on a mis 30 ans à s'apercevoir qu'on était allé trop loin, qu'en matière de sécurité, c'était pas sain, etc. Pour tout ce qui est déplacement, les trottinettes à pareil, qui sont supprimées, pour ce qui concerne le vélo, on va y arriver à l'immatriculation, on va arriver au PV. Parce qu'il règne une anarchie. Alors attention, tous les gens qui ne se déplacent pas à vélo ne sont pas tous des voyous. Il y en a qui respectent. D'ailleurs, on les voit s'engueuler entre eux parfois. Mais là, il y a une anarchie qui va très très loin. À un moment ou à un autre, il va falloir effectivement taper un peu. L'opération de ce matin, c'est une opération de communication. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils réalisent qu'il y a beaucoup de Lyonnais, y compris des utilisateurs de vélo, qui en ont ras-le-bol des voyous sur les trottoirs, des voyous sur la route. Alors, même si ça peut être une minorité, ces gens-là, il va falloir les rattraper à un moment ou à un autre, il va falloir taper. Aujourd'hui, on n'a aucun moyen législatif pour le faire. Donc, il va falloir y réfléchir très vite avant qu'il ne soit trop tard. La nature à vélo, c'est d'aller tout droit. On n'est pas en voiture, on ne peut pas s'arrêter, redémarrer. On est lancé, ça demande un effort physique. Donc, ça veut dire que quand il y a un feu, on a tendance à le griller. Quand on ne peut pas passer là, on va passer par le trottoir. Quand on peut rouler sur un piéton qui est sur le passage piéton, on le fait. C'est juste naturel parce que ça demande un effort physique, même avec un véhicule électrique. Il va falloir un peu de répression, il va falloir changer la législation. Et moi, je pense que cette opération de ce matin qui frise le ridicule, entre nous soit dit, n'a aucun intérêt. Ça aurait dû être fait il y a bien, bien longtemps. Et il faudrait peut-être de temps en temps sortir le carnet. Et le seul policier municipal que j'ai vu ce matin, je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'avait pas sorti le carnet de PV. Il était là juste pour dire « je suis là », mais il servait franchement à rien. C'était assez risible et j'invite les gens, si cette opération se renouvelle, à aller voir comme c'est effectivement risible. Raphaël? Bon, c'est marrant parce que vous leur reprochez de ne pas le faire, puis quand ils le font, ils ont tort de le faire. Ils le font trop tard. Ils le font beaucoup trop tard. Et surtout, la prévention. Non, mais la prévention, dans un pays où on appelle à la désobéissance civile toute la journée, où on dit aux gens, effectivement, Farid l'a très bien dit, allez bloquer les autoroutes pour défendre votre bout de gras. Là, subitement, on fait de la prévention bien gentillette. C'est pas bien de rouler sur les trottoirs, les vélos, mais alors surtout, sortir le carnet de PV, jamais, quoi. Vous n'êtes pas une caricature près. Je vous rappelle qu'en l'occurrence, Renaud Bernard, sur l'histoire des autoroutes, avait dit qu'il n'approuvait pas ces méthodes-là et les avait invités. Là, c'est pas Bruno Bernard, c'est notre adjoint à la sécurité, M. Chi, qui est M. Bagnon, qui lui... qui se revendique président d'une association de 100 vélocipèdes. C'est comme ça qu'il est vice-président de la métropole. Et ce type est un dogmatique absolu et n'écoute personne d'autre. En fait, ne veut appliquer la ville qu'à sa façon de vivre à lui, toujours pour sans regarder comment font les autres. Peut-être répondre à un moment donné. Oui. Que vous voulez toujours faire les choses, mais en fait, il ne faut pas les faire. C'est-à-dire qu'il faut développer le vélo, mais surtout, il ne faut pas les faire, etc. Il faut des mesures d'accompagnement. La réalité aujourd'hui, c'est pourquoi en fait, on était... vous faites comme s'il n'y avait pas de règles. Si, il y a des règles pour les vélos comme pour tout le monde. Il y a le code de la route. Et donc, il y a des amendes qui sont prévues si on grille un feu rouge. Mais si, bien sûr, c'est les mêmes règles. Pas du tout. Moi, en voiture, je passe un permis de conduire et si je grille un feu, on me retire mon permis, on me prend des points, on me met un PV. Celui qui est à vélo, qui n'a pas de permis de conduire, il peut bien s'asseoir sur le code de la route et il fait ce qu'il veut. Si je peux me permettre, effectivement, on a vu, après le confinement, une explosion de vélos. Tout le monde peut enfourcher un vélo sans forcément connaître les règles, les panneaux. Évidemment. Et sans se prendre de faire PV. en vélo ou pas. N'importe qui peut prendre un vélo et rouler sur le trottoir sans savoir forcement qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais il y a aussi la réalité d'une ville qui était clairement pas faite pour le vélo, puisqu'il y a plein d'endroits où en vélo, je vous défie de rester au milieu de la route. Et forcément, vous allez là où vous êtes, vous sentirez en sécurité sur le trottoir, même si vous n'avez pas le droit de le faire. Alors ça change progressivement. Honnêtement, il y a encore énormément de boulot à faire, même si la pratique du vélo s'est développée. Il y a encore énormément de choses à faire. Moi, une chose simple. Je ne sais pas si vous avez des enfants collégiens, est-ce que vous les laissez traverser la ville à vélo pour aller au collège? Aujourd'hui, ils sont petits. Pour moi, ça reste encore assez dangereux parce qu'il n'y a pas la sécurité assurée aux cyclistes suffisamment encore en ville. Donc, il y a encore du travail à faire. Je dis ça parce qu'il y a eu une étude qui a été faite sur le collège à vélo. Il y avait eu plusieurs campagnes. On trouve que les collégiens ne font pas assez de sport, que ça pourrait être un moyen d'autonomie pour eux qui serait formidable, etc. Et en fait, il y en a très peu qui font encore du vélo. Mais il y a des villes
ou des villages d'ailleurs près de Bordeaux, vous arrivez à faire en sorte que 85% des collégiens aillent tous les jours en vélo. Ça passe par quoi? Ça passe par des aménagements cyclables sécurisés qui font que les parents ne s'inquiètent pas de les laisser là-dessus. Et puis ensuite, ça passe aussi par des garages à vélo dans les collèges, des ateliers de réparation dans les collèges, etc. Donc pour le vélo, il y a encore énormément à faire. Il faut des aménagements. Vous dit il fallait sanctionner, etc., etc., etc. En fait, non, il y a encore énormément de choses à faire pour je dis développer pas. le vélo. On en est très loin de ce qu'on pourrait faire. Raphaël, je vous rejoins complètement sur le fait qu'il y a besoin d'aménagements qui sont de bons aménagements. Pendant des années, on a fait des aménagements pourris. Et effectivement, je ne laisserai pas mes enfants collégiens prendre le vélo pour traverser la ville parce que c'est trop dangereux. Je pense effectivement qu'il faut des aménagements intelligents. Et on y va. Il y en a qui sont faits. Il y a des bonnes choses qui sont faites dans la ville. Attention, je critique pas tout. Je suis pas un anti-vélo primaire. En revanche, vous critiquez quand ils le font, après. Non. Il y a des bonnes choses qui sont faites. Je trouve que l'idée des voies lyonnaises, par exemple, que je critique beaucoup, est une bonne idée. Après, c'est la façon de le faire, c'est la façon de l'appliquer qui me déplaît. C'est pas le fait de le faire. Je pense que ça manque de parking à vélo. Je pense que ça manque de sécurité aussi pour garer ses vélos. Je pense que quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, on ne peut pas laisser des gens sur la route sans permis, sans formation et sans répression faire ce qu'ils veulent. Et que l'opération de ce matin ne sert juste à rien. Moi, la dernière fois, j'ai traversé Guillotière jusqu'à Bellecour, à pied, sur le trottoir. Il y a une piste cyclable à côté de moi. J'ai jamais vu autant de vélos sur le trottoir. Autant de trottinettes sur le trottoir. Et il y a pas de... Mais pourtant, il y a une piste cyclable, plus ou moins sécurisée, qui était sur la gauche, qui était large. Il y avait des vélos dessus, mais il y en avait tout autant sur le trottoir. C'est dangereux. À travers les enfants, à travers les familles, pas de policiers. Moi, on parle de répression, etc. Une trottinette qui roule à plus de 25 km/h sur un trottoir, c'est confiscation immédiate. Oui, mais la logique, Farid, ça serait de se dire, du coup, il faudrait donner plus de place, donc prendre une voie automobile pour la donner aux cyclistes, mais vous ne seriez pas content non plus. Non, elle existe, la voie cycliste. Oui, mais elle n'est pas suffisante pour tout le flux de Non, cyclistes. elle était largement suffisante, il y avait la place. Mais je suis d'accord avec lui, elle n'était peut-être pas sécurisée. Comme elle est sur la route, avec les voitures. Il y a des ponts quand même à traverser qui sont assez dangereux, effectivement. Donc moi je pense que c'est plus vont en refaire un, d'ailleurs. Le pont Lafayette. Sur le pont Lafayette qu'ils vont refaire d'ailleurs cet été, Parce qu'il faut se laver, en enlevant une voie de circulation et en laissant effectivement des vrais couloirs vélo. Ce qu'ils ont fait sur le pont Morand, d'ailleurs. Après, si sécurisent, s'ils mettent une sorte de trottoir qui sécurise ça suffit. Les écolos, ils veulent faire rouler les gens en vélo et qu'ils soient sur la route. Et ils mettent un bout de trottoir et les gens seraient dessus. C'est vrai que moi, sur le trottoir piéton, je ne m'étais pas senti en sécurité. On voit arriver des trottinettes à fond derrière vous. Et il y a aussi un truc, il faut enlever les trottinettes. Je suis d'accord qu'il faut le refaire. On va arriver au terme. Je veux juste vous lancer sur quelque chose, parce que avec ce laxisme, est-ce qu'on n'a pas développé, chez beaucoup de personnes, que ce soit les automobilistes ou les piétons, carrément une haine du cycliste? Je ne sais pas si vous, dans votre entourage, vous avez des gens qui vous font des remarques quand vous voyez un cycliste qui grille un feu ou ce genre de choses. Est-ce qu'à force de laisser les cyclistes faire un peu ce qu'ils veulent, au final, on ne les a pas mis au banc des automobilistes et des piétons? Je vais même aller plus loin, Alexis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des cyclistes qui respectent parfaitement les règles. Et même ces gens-là, entre eux, quelquefois, arrivent à se taper dessus. Parce que les cyclistes qui respectent les règles, c'est comme d'habitude. Ils disent, on est pointé du doigt à cause de la connerie de certains. C'est bien pour ça qu'à un moment ou un autre, dans une société, quand il y a des délinquants, et les gens qui ne respectent pas sont des délinquants par rapport aux autres cyclistes, il y a un moment ou un autre, il faut taper. Et cette prévention, c'est bien, on aurait dû la faire depuis des années. D'ailleurs, il y a des associations qui le font. Il y a beaucoup de gens qui font de la prévention. Les élèves sont formés à l'école, on leur fait passer des petits permis de déplacement à vélo, etc. etc. Ça n'est pas suffisant, quoi qu'il arrive. La responsabilité, pour moi, elle est partagée. Elle est autant partagée par ces délinquants en vélo qui font tout et n'importe quoi, que pour moi, la mairie, la métropole, qui ne font pas respecter les règles. Si du moment où un cycliste il se dit « si je grille le feu, je vais me prendre une amende. Si je suis sur le trottoir avec ma trottinette qui va à fond, on va me la confisquer », ils iront pas. Mais c'est partagé par deux groupes. Raphaël, le mot de la fin? Non, mais pour ce qui concerne le vélo, il y a aussi le problème de règles qui étaient faites pour la voiture, qui n'ont pas été faites pour le vélo. On imaginait que dans les villes, tout le monde allait se déplacer en voiture. On voit bien que c'est une impasse, ça ne fonctionne pas. Sauf que toutes nos règles de circulation sont faites pour la voiture. L'histoire des feux rouges, typiquement quand on est à vélo, s'arrêter devant le feu rouge avant un croisement, c'est dangereux. Ça ne fonctionne pas quand vous l'êtes au quotidien, parce que vous avez les voitures juste derrière vous, vous allez démarrer, elles vont vous rattraper, et vous n'avez pas de visibilité sur ce qui se passe sur le carrefour. Alors que traverser un carrefour
quand c'est rouge pour les voitures et que vous êtes à vélo, vous avez une bonne vision, c'est plus sûr. Donc c'est naturel que les gens, finalement, même si c'était interdit, le faisaient. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? C'est que progressivement, on a mis en place des autorisations pour les vélos de le faire. Comme les contre-pistes cyclables, bah, c'est plus sûr quand on est à vélo d'avoir les voitures qui nous arrivent en face que les avoir dans le dos, parce qu'au moins on voit le danger. Donc forcément, progressivement, quand on adapte la ville à l'usage du vélo et qu'on met des règles qui sont cohérentes. C'est difficile de reprocher aux cyclistes d'être sur les trottoirs quand on mettait des pistes cyclistes sur les trottoirs ou quand on faisait en sorte que ce soit trop dangereux d'être sur la rue. Maintenant qu'on installe des choses, bah, on adapte progressivement le code de la route. Moi, je ne suis pas du tout contre ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faille faire respecter les règles, mais encore faut-il que les règles soient applicables. Pour le vélo, elles ne l'étaient pas. Vous pointez du doigt une chose, la possibilité de cramer un feu quand on est à vélo pour une question de sécurité. Ce qui fait qu'en leur donnant cette autorisation, on oublie qu'il y a des piétons. Il faut se rappeler quand même une chose, c'est que les personnes âgées, on fait un les personnes malades, un CDP-sage pour les vélos. mais ils ne s'arrêtent pas justement. C'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui, ils prennent ça comme étant une autorisation de rouler sur tout ce qui passe. Il faut se rappeler d'une chose, c'est que dans une ville, il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas faire de vélo. Il y a des personnes avec un handicap qui ne peuvent pas faire de vélo. Il y a des enfants en bas âge qui ne peuvent pas faire de vélo. Tous ces gens-là représentent toute une partie de la population qui n'est pas respectée aujourd'hui, justement parce qu'on adapte la ville au vélo et on en oublie les piétons. Allez, on est arrivé au terme de l'émission. Merci à tous. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.